il est quand même inconcevable que tous ceux qui appartiennent à la majorité de ceux qui fondent notre peuple, le général de Gaulle le disait, hein, je n'invente rien, bon, n'aient même plus le droit de citer. Vous avez le droit en permanence de revendiquer avec fierté d'appartenir à une minorité. Vous n'avez plus le droit de vous revendiquer de la majorité. Le grand drame de notre pays, c'est la tyrannie des minorités. Guillaume Pelletier, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de votre visite à la chaîne Reconquête. Vous êtes enfin sur la chaîne de votre propre mouvement. On vous a attendu longtemps, Guillaume. Très longtemps. Je vous ai couru après pendant des mois. Mais c'était la campagne présidentielle. Exactement. Ça a été suivi d'une législative où vous étiez d'ailleurs partie prenante. Vous êtes vous-même présenté. Et puis vous étiez en charge de pas mal de choses chez Reconquête, que vous avez rejoint, si ma mémoire est bonne, en janvier 2022, c'est-à-dire juste après le congrès de Villepinte. Il y a un an et un jour, symboliquement. Après le congrès fondateur, finalement, d'Éric Zemmour. Mais vous aviez déjà pris parti pour lui, hein, parce que Christian Jacob vous avait un petit peu titillé sur votre soutien à demi-mot, en disant qu'il fallait écouter la parole d'Éric Zemmour. Hein. Alors, oui, ça a commencé. Un petit peu votre parcours et votre arrivée. Alors ça, c'est un peu long. C'est-à-dire que moi, ça fait 23 ans que je suis engagé en politique. J'ai toujours eu au fond de moi quels que furent les partis que j'ai pu fréquenter, c'est-à-dire Philippe de Villiers, Nicolas Sarkozy et Éric Zemmour, trois grandes personnalités des droites françaises, eu l'envie de tourner la page de ce que François Mitterrand avait créé, c'est-à-dire cette frontière artificielle entre des millions d'électeurs qui pensent la même chose, mais qui sont divisés. Comment un jour parvenir à cette union des droites à travers des incarnations, une cohérence et du courage. Le fameux cordon sanitaire. Voilà, créé par la gauche, qui est minoritaire en France, mais qui gouverne en France parce que les droites sont divisées. Et quand j'ai entendu ce Français juif berbère venu d'Algérie prononcer ce discours magnifique, et je pèse mes mots, du serment de Villepinte, où cet homme qui n'est pas un homme politique, en tout cas qui n'était pas un homme politique ce jour-là, avait quitté ses habits de chroniqueur et de journaliste pour dire tout haut ce que les politiciens n'osaient même plus penser tout bas. Il m'a semblé comme une évidence, liée à mon engagement, à mon amour de la France, de quitter mon confort. J'étais député de la Nation, numéro 2 des Républicains, j'avais entre guillemets une carrière toute tracée, mais je me suis jamais engagé en politique pour faire carrière. Vous avez été porte-parole de Nicolas Sarkozy. Exactement, j'étais le bras droit de Philippe de Villiers, porte-parole de Nicolas Sarkozy, numéro 2 des Républicains. Ça a été beaucoup de sacrifices, beaucoup d'engagement, mais avec une colonne vertébrale qui m'a jamais quitté, qui est l'amour de la France et la volonté de redresser notre pays par l'engagement public et par la victoire des droites. Et donc, je ne pouvais pas accepter même personnellement de préférer mon confort et ma carrière à cette magnifique opportunité du courage qu'incarnait ce jour-là, le 5 décembre 2021, Éric Zemmour, qui a prononcé un discours d'une force que j'ai trouvé époustouflante. Et donc, à l'issue de ce discours, que j'écoutais dans la voiture entre Paris et la Sologne, j'ai commis, dirait-on, un tweet d'absolue sincérité en disant « On ne peut pas rester insensible à ce magnifique discours ». J'étais le numéro 2 des Républicains, et donc dans la seconde, disons dans les minutes, tout ce que les Républicains comptent de ténor, de Christian Jacob à Valérie Pécresse m'ont appelé en disant si tu veux garder ton poste, il faut que tu t'excuses ». Ce que j'ai évidemment refusé, puisque je ne faisais que dire ce que je pensais. Et donc, je suis encore aujourd'hui très fier et très heureux d'avoir rejoint cette aventure. C'était vraiment un élan du cœur, hein. C'était oui. Pas préparé du tout. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Je savais qu'il y avait ce discours, j'avais envie de l'écouter, mais il faut vraiment bien comprendre le contexte. Alors, plus personnel que collectif, hein, ça n'intéresse pas grand monde, mais j'étais le numéro 2 des Républicains, je m'apprêtais à mener une campagne présidentielle, à me représenter au nom des Républicains dans ma circonscription. J'avais tout intérêt à rester tranquille. Tout à perdre. Mais je ne regrette rien, je n'ai jamais été aussi heureux en 20 ans d'engagement politique qu'à travers cette campagne présidentielle et cette campagne législative.
que j'ai eu l'honneur avec tant d'autres de co-diriger, parce qu'on a vraiment fait quelque chose de très collectif, et pour la présidentielle et pour les législatives. Et la grande erreur commise par la quasi-totalité des commentateurs français, c'est de croire que cette année 2022 pour Reconquête est un aboutissement. C'est exactement l'inverse, c'est un commencement. C'est le commencement d'une immense épopée qui, j'en suis persuadé, va rentrer dans l'histoire politique de France. Il faut juste accepter, et moi je l'accepte parce que je suis un amoureux de l'histoire de France, que l'immédiateté et le temps court, c'est pour ou les naïfs, ou les imbéciles, ou les impatients, ou les opportunistes. La noble politique, là j'en parle souvent, mais c'est un gros livre, là je finis en ce moment la biographie de Louis XI. Alors, ça nous mène il y a quelques siècles, hein, on est au XVe siècle, ça a été l'un des grands artisans de l'unité française, le fils de Charles VII, à la fin de la guerre de 100 ans, lui-même présenté comme un roi incontournable aujourd'hui, a mis des décennies à se défaire de la mainmise bretonne, bourguignonne avec Charles le Téméraire, l'offensive permanente des Anglais, et pour recréer l'unité française, il a mis des années et des années et des années. Vous êtes en train de nous dire qu'il faut prendre le temps et avoir le temps et espérer. Et accepter. Autour de moi, on se moque parfois de... L'expression du temps long, je comprends, un peu agaçante, mais c'est tellement vrai. C'est-à-dire que Napoléon a une phrase magnifique, le vainqueur, c'est celui qui tient un quart d'heure de plus que l'adversaire. Donc la vie, c'est fondamentalement une question d'endurance et de constance. Je réunissais mon équipe ce matin, c'est comme une maison. On peut tous bâtir des maisons sur du sable. Ça peut être joli d'ailleurs, ça peut même être impressionnant, mais tout ça disparaît. Nous, ce qu'on veut, fondamentalement, avec Éric, Marion, Sarah, Nicolas, et nos milliers d'adhérents et nos millions de sympathisants, c'est de rebâtir la France. Et pour rebâtir la France, eh bien, il faut accepter d'y poser des fondations solides. Ah, vous avez pris comme référence Napoléon, ce qui fera plaisir certainement à nos 66 000 abonnés, hein, puisque c'est le héros d'Éric Zemmour. Guillaume Pelletier, vous êtes vice-président exécutif, c'est la fonction, le titre que vous avez et qu'Éric Zemmour vous a confié, au même titre que Marion et que Nicolas Bay, qui sont déjà venus sur cette chaîne il y a assez longtemps maintenant. Expliquez-nous comment vous vous répartissez les tâches peut-être au sein du mouvement. Bien sûr. Alors, d'abord, pour que chacun comprenne, à l'inverse de ce qui se passe dans la quasi-totalité des formations politiques, puisqu'on a fait ce choix de rejoindre Éric Zemmour, on en a mesuré les risques, on en a mesuré l'inconfort, et on a quitté des entités humaines à ce point divisées que nous, on a posé comme acte, qui n'est pas toujours un acte humainement spontané, on s'entend bien. C'est-à-dire on n'est pas dans une querelle d'ambition. On a tous notre ambition, et surtout celle pour la France, mais on a humainement... On travaille tous les jours ensemble, on s'appelle tous les jours, on se voit tous les jours. Avec Nicolas, on se connaît très très bien depuis 25 ans maintenant. Vous avez commencé au FNJ ensemble, non ? On avait créé ensemble une association qui s'appelait Jeunesse Action Chrétienté, qui visait justement à favoriser l'engagement des jeunes chrétiens dans le monde politique. Jean-Paul II avait dit à l'époque que la politique était la plus haute et la plus grande des charités. Et je crois qu'il avait raison, c'est-à-dire que l'amour qu'on a pour son prochain, l'amour qu'on a pour son peuple, eh bien, ça doit se traduire par l'engagement politique pour ceux qui en ont la vocation. Marion, on a été députés tous les deux. Évidemment, je la connaissais, mais plutôt de loin. Est-ce que vous avez été député ? Non, pas ensemble, mais... J'allais dire, hein. J'ai beaucoup regardé son travail quand elle était députée. Elle a regardé le mien quand je l'ai été à sa suite. Et je dois dire que notre entente est très belle aussi. Et dans cette répartition qu'on a tous les trois, au sein du bureau exécutif, auprès d'Éric, si je résume, hein, chacun faisant aussi, et dans les autres, hein, on n'est pas dans des couloirs ou des tunnels. Nicolas a l'organisation des fédérations. Marion, tout ce qui est lié à la formation et aux idées. Et pour ma part, j'ai tout le travail lié aux élections, c'est-à-dire les élections législatives passées,
les élections législatives anticipées éventuelles, s'il y avait une dissolution, les législatives partielles, il y en a par exemple 3 le dimanche 22 janvier dans le Pas-de-Calais, la Marne et la Charente. On prépare d'ores et déjà les élections municipales de 2026. On préparera bien sûr les élections européennes de 2024. Et puis tout ce qui est lié aux élus. On a aujourd'hui 400 élus, liés à, tout le monde dit, Reconquête n'a pas d'élus, c'est pas vrai du tout. On a d'abord des parlementaires européens, comme Nicolas. On a des sénateurs. Oui, Stéphane Ravier et Sébastien Meurant. Nous avons des conseillers départementaux. Par exemple, moi, je suis conseiller départemental du canton de Chambord. Nous avons 741 maires parrains qui ont soutenu Éric Zemmour à l'occasion de l'élection présidentielle. Donc, on a beaucoup d'élus adhérents et sympathisants, et on souhaite les faire vivre cette voilà, c'est le début d'une épopée. Donc c'est un immense travail du lundi matin au dimanche soir, avec chacun son rôle précis, mais on s'entraide en permanence parce qu'on est dans le même navire et dans la même épopée. C'est une magnifique équipe, très complémentaire. Et vous parliez des élections législatives anticipées. Moi, je me suis demandé récemment, effectivement, je m'étais laissé dire que vous étiez déjà en charge et en train d'organiser une possible dissolution. Vous y croyez vraiment à cette dissolution? Qu'est-ce que le président Macron aurait à gagner à dissoudre l'Assemblée nationale? Alors, pas grand-chose. Moi, la politique, c'est pas être Madame Irma, c'est-à-dire je ne suis pas capable, et d'ailleurs je pense même pas lui-même, de savoir s'il y aura une dissolution. Et je n'en vois pas aujourd'hui les fruits qu'il pourrait en récolter. Mais la politique, c'est l'art de rendre possible ce qui est nécessaire, c'est Richelieu qui le disait, et par conséquent, si jamais, c'est notre devoir, gouverner c'est prévoir, si jamais une dissolution survenait, notre rôle, puisque nous sommes la 4e force politique en France, je le rappelle, on l'oublie souvent, à 2 500 000 électeurs. Éric Zemmour, pour sa première candidature, a fait plus que les Républicains et le Parti Socialiste réunis, eux qui ont dirigé la France pendant conjointement ou successivement pendant des décennies. Donc ça n'est pas rien. On n'est pas un petit parti dans notre coin. Nous sommes le 4e parti de France. Et donc la responsabilité qui est la nôtre, et celle qui m'a été particulièrement confiée, c'est de dire, de la même manière qu'on a réussi les premières législatives, puisqu'on a une pérennité financière, on a largement franchi le seuil de qualification pour les dotations publiques, on est reconnu aujourd'hui par l'État et par la Commission nationale des campagnes comme un parti politique avec une dotation publique régulière, c'est très important. Est-ce que les 8,5 millions seront versés, ou est-ce qu'il c'est amputé? Alors il y avait des remarques. Non, la très bonne nouvelle, c'est qu'à 95%, la Commission des comptes de campagne, et ça... bravo à toute l'équipe du mouvement, bravo au courage d'Éric, je pense aussi à Gilbert et Sébastien qui ont coordonné tout ce travail. D'avoir cette récompense de la validation des comptes, c'est une très belle performance. Oui, exactement. Le trésorier du mouvement. Oui, une très belle performance. Mais si jamais une dissolution survenait, notre devoir c'est d'être prêt, avec près de 500 trinômes, 500 candidats, 500 suppléants, 500 mandataires. Donc vous imaginez en termes de RH ce que ça peut représenter, de management au bon sens du terme. Et donc c'est notre travail, oui, depuis l'automne, avec Thomas Cullerier, que je remercie, et toute l'équipe, de préparer avec les fédérations, avec tous les autres services, cette hypothèse. Et je dois dire qu'aujourd'hui, à quelques cas particuliers près, nous sommes prêts, dans toutes les fédérations et les circonscriptions de France, à présenter, si cette hypothèse était concrétisée par Emmanuel Macron, à présenter des candidats de la Reconquête dans toute la France. Oui, puis j'ai vu que vous étiez en lien avec les fédérations, vraiment, effectivement, Thomas Cullerier et les chefs départementaux qui ont leur avis à donner, qui envoient des listes, et il y a un travail exactement. Hier encore, pour vous donner il y avait depuis le QG dans quelques fédérations toute une opération de phoning avec les GZ comme les autres. Hier, je crois qu'il y a près de 600 ou 700 adhérents qui ont été appelés pour savoir s'ils souhaitent être eux-mêmes candidats, suppléants, mandataires. Donc il y a ce travail permanent et ce lien. Non seulement on est le 4e parti de France sur le plan électoral, mais, et ça a été constaté par huissier, nous sommes le 1er parti de France en termes d'adhérents et donc de militants. Alors où est-ce qu'on en est des réadhésions, justement? Parce que là on arrive à la première tranche, à la fin de la première tranche de réadhésion. Alors je laisserai pour le coup Éric le donnera. Oui, j'ai les chiffres, mais on a fait le premier bilan aujourd'hui. Éric vous donnera tout ça dans quelques jours. C'est le président, je lui laisse la primeur et la primauté. Mais franchement, j'ai jamais vu ça. Nous n'avons jamais vu ça. Moi, je vous le dis, ça fait 23 ans que je suis engagé en politique. Alors, j'ai toujours été, contrairement à ce qu'on a dit, fondamentalement de droite. Quand on a servi
Villiers, Sarkozy et Zemmour, on comprend bien que je ne suis ni centriste ni de gauche. Vous n'êtes jamais tombé chez Chevènement? Non. Je me suis posé la question, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Non, j'ai pu être, comme beaucoup de Français, et j'ai pu être sensible aux questions liées à la souveraineté nationale et dans le marasme terrifiant de la gauche française. Il y avait certaines personnalités, il y en a plus beaucoup aujourd'hui, qui pouvaient encore nous faire penser à Clémenceau ou à Jaurès pour leurs belles facettes. Et c'était effectivement, Chevènement en faisait partie, mais il n'empêche qu'on était en désaccord sur plein d'autres. Je suis fondamentalement un patriote et un homme de droite. Alors qu'est-ce que vous pensez justement de la droite française et notamment des LR avec l'élection de Ciotti? Est-ce que ça change quelque chose pour eux? Est-ce que ça change quelque chose pour nous surtout? On a beaucoup compté sur le ralliement de Ciotti, hein. Éric Zemmour l'a appelé au Trocadéro à venir, hein, parmi d'autres, et puis il nous a bien sûr déçus en allant à la soupe, hein, comme certains le disent. Et aujourd'hui, il a un discours qui parfois est positif en conformité avec nos idées et puis parfois très offensif à l'égard de Zemmour. Alors, il y a plein de choses. D'abord, je crois que génétiquement, je le dis d'ailleurs avec beaucoup de respect et d'affection parce que j'ai gardé chez les Républicains, voilà, j'ai été 13 ans, j'ai commencé comme simple adhérent, à force de travail et d'endurance, j'en suis devenu le numéro 2. C'est pas rien dans un engagement politique du grand parti gaulliste de France. Donc j'ai gardé beaucoup d'amis et j'ai parmi les cadres, les adhérents, les militants, il y a des gens extraordinaires. Je pense juste, avec le plus d'objectivité, malgré l'affection que j'ai pour les Républicains, que génétiquement, je ne vois pas comment ce parti aujourd'hui a de l'avenir. Pourquoi ? La politique, heureusement, comme dans la vie, c'est l'art du choix. Et l'entre-deux, au bout d'un moment, ça se voit. Le macronisme, à partir de 2017, a réorganisé la vie politique française. Il y a eu pendant des décennies le bipartisme, qui succédait, lié à la Constitution de 58, à l'émiettement des forces politiques de la Troisième et de la Quatrième République. Vous aviez la droite, vous aviez la gauche. Emmanuel Macron a tenté, dans un tour de force de magicien, ou je dirais plutôt d'illusionniste, pour sauver le système politique à bout de souffle, de réinventer une force de syncrétisme qui dit je vais prendre un peu ce qui est à gauche, un peu ce qui est à droite, le fameux en même temps, c'est-à-dire je dis tout et son contraire sur tous les sujets. Ça a hélas marché 2 fois à deux reprises, ce qui est d'ailleurs sans doute moins son talent que notre erreur. Et ce qui m'a aussi, moi, poussé à rejoindre Éric Zemmour, c'est que tant que les droites françaises ne seront pas capables de proposer de manière complémentaire, structurée, organisée, une addition des forces et une alternative crédible, ni Marine Le Pen et Jordan Bardella seuls, ni Éric Ciotti et ses amis seuls, ni nous, Zemmour, Maréchal, Pelletier, seuls, soyons modestes, nous ne sommes capables aujourd'hui de remporter la majorité. Pour gouverner, il faut obtenir la majorité, 50% plus 1. Malgré l'opposition et l'hostilité légitime des Français à l'égard d'Emmanuel Macron, malgré la succession des crises considérables pendant un quinquennat, malgré les échecs monumentaux de ce quinquennat, Emmanuel Macron a été réélu avec 58% des voix. Ça doit tous, avec beaucoup d'humilité, les responsables du Front National en tête, nous interroger sur une nouvelle ère. Pourquoi nous, nos idées perdent quand, partout en Europe, de la Suède à l'Italie, de la Hongrie à la Pologne, peut-être au mois de décembre prochain en Espagne, les droites européennes l'emportent. C'est qu'il y a bien un problème de stratégie. Quel est ce problème de stratégie ? On l'a identifié, nous. Au-delà de l'Europe, d'ailleurs, les Français répondent positivement à toute une série de questions qu'on leur pose. On est d'accord, et bien sûr, sur plein de thèmes. Voter, là, il y a plus parce que nous n'avons jamais été capables, c'est toute l'émergence géniale de reconquête dans le paysage politique français, ça fait des décennies, depuis 1972 précisément, que vous aviez à droite 2 blocs, le RPR d'un côté, devenu l'UMP les Républicains, de l'autre le Front National, et la frontière artificielle, créée par la gauche, qui a parfois été abîmée, 1983 Dreux, 1986 les régionales en Provence, 1998 la Picardie, la Bourgogne, le
le Languedoc-Roussillon, c'était pas encore l'Occitanie, exactement, où des alliances ont vu le jour, mais structurellement, les gauches, la NUPES, la gauche plurielle de Jospin, depuis 40 ans s'unissent. Et nous, on se divise. Alors qu'ils sont minoritaires, et nous, on se divise alors qu'on est majoritaire. Pour moi, ça suffit. Et donc, l'une des originalités intrinsèques de Reconquête, c'est de dire, ça suffit, nous, on souhaite créer, non pas une fusion, il y a des différences majeures entre nous, bien sûr, mais une coalition, on se met d'accord sur l'essentiel, sur un programme de gouvernement, la fin de l'immigration, la fin de l'assistanat, la fin de la bureaucratie, la défense enfin de la France périphérique et rurale. Je pense qu'on peut être tous d'accord là-dessus. Est-ce que, pour achever de répondre à votre question, est-ce qu'Éric Ciotti est un allié dans ce domaine? Même si Éric, qui a été courageux à un moment, il avait dit qu'il voterait Zemmour face à Macron. Vous l'avez soutenu d'ailleurs. Bien sûr, au nom de ce principe d'ailleurs. Il y a renoncé depuis, en s'excusant, en se soumettant au système. Je crois que c'est pas tellement le sujet d'Éric Ciotti ou pas Éric Ciotti, c'est que les Républicains vont devoir choisir. D'ailleurs, Sarkozy le dit très bien. Les Républicains seront demain ou une force supplétive du macronisme, ou un allié de l'union des droites. Or, la quasi-totalité des dirigeants DLR, à l'inverse de la base, sont persuadés, ils s'en défendent, mais c'est la réalité, qu'il vaut mieux Macron que nous. C'est pour ça que ce parti est condamné à mon sens, à disparaître. 50% sont les sondages qui le disent, 50% des sympathisants, adhérents et électeurs des Républicains veulent l'union des droites. 99,9% des dirigeants des Républicains préfèrent perdre les élections plutôt que d'unir les droites. Je pense que ça les condamne. Je voulais vous parler de l'union des droites comme stratégie de reconquête à la fin de notre entretien, mais vous venez de développer abondamment. Et je pensais à Geoffroy Didier, par exemple, à qui vous aviez fondé la droite forte. Ces gens-là devraient déjà être chez nous, et non pas à hésiter entre... Juste sur l'union des droites, si vous me permettez, pour que chacun comprenne bien, et entre autres nos sympathisants, l'union des droites n'est pas une fin en soi. Ni Éric, Marion, moi, on ne se lève pas le matin en disant « Voilà, c'est l'horizon indépassable de notre engagement ». Par contre, c'est un moyen indiscutable, même un enfant de CP comprendrait. Pour faire 50,1%, il vaut mieux additionner que soustraire. Et aucune des trois forces politiques, le RN, Reconquête et les Républicains, on pourrait y ajouter d'ailleurs un certain nombre de partis plus modestes, comme Debout la France de Nicolas Dupont-Aignan, personne n'est capable de faire 50% plus 1 seul. Le Rassemblement national aimerait bien être capable. Mais enfin, depuis 1972, ils ont eu plein d'opportunités. Et je redis, alors c'est toujours mieux d'avoir 89 députés qu'aucun. Et je me réjouis que le RN ait 89 députés, et qu'il n'y ait pas 89 députés macronistes supplémentaires. Je dis juste que la majorité à l'Assemblée, c'est 289 députés. Il nous manque donc 200 députés pour avoir la majorité. Et personne ne sera capable d'atteindre ce seuil fatidique si on n'additionne pas nos forces et qu'on ne crée pas, comme en Italie et partout en Europe, une coalition pour l'emporter. La plus bête du monde. Pour le moment, oui, et on essaye de résoudre ce problème, et c'est je le répète, toute l'originalité de Reconquête, qui est d'abord, sur le plan stratégique, le seul parti à proposer l'union des droites, mais c'est pas que ça, Reconquête. Reconquête, c'est avant tout des incarnations et une personnalité, Éric Zemmour, des incarnations, Marion, Nicolas, Stéphane, tout le monde autour, pour dire nous sommes aujourd'hui le seul parti à conserver ce trésor de la civilisation. C'est-à-dire tout le monde nous parle de statistiques, de pouvoir d'achat, d'inflation, ça compte. J'en ai même écrit un livre, Un milieu de cordée, il y a 2 ans, donc je ne dis pas que c'est un sujet uniquement secondaire, c'est un sujet important. Je dis juste que ce que nous devons sauver prioritairement, c'est notre culture, notre identité, notre mode de vie, notre civilisation, qui sont fondamentalement menacés par le communautarisme, par l'islamisme, par le wokisme, et que si vous êtes conscient et lucide sur cet enjeu clé, le seul parti qui en a fait le cœur battant de son engagement, c'est Reconquête. Alors là, vous sortez de la politique politicienne exactement au moment où je voulais vous y amener aussi, parce que j'ai posé la question à Jean-Frédéric Poisson, que nous recevions récemment. Vient d'être votée en Espagne une loi, en première lecture, mais bon, ça va sans doute se confirmer après, une loi dite trans,
qui est très inquiétante pour des gens comme nous. Vous prétendiez, vous proclamiez blanc, hétérosexuel, chrétien aussi, au dernier congrès de Reconquête au Palais des Sports le 4 décembre dernier, meeting anniversaire voulu par Éric Zemmour. Et quand vous voyez ce type de loi chez notre voisin espagnol, est-ce que vous ne craignez pas que le chemin soit tout tracé pour qu'ils franchissent les Pyrénées? Ah bah, si nous ne faisons rien, prenons l'exemple de l'Espagne. C'est le cas dans quelques régions espagnoles, c'est en cours, c'est pas encore finalisé. Vous avez donc la gauche au pouvoir en Espagne, avec ce type de loi qu'on pourrait très bien connaître en France. Et aujourd'hui, les sondages donnent la victoire du bloc des droites avec le Parti populaire, le parti frère des Républicains, Vox, le parti frère de Reconquête. Donc oui, si nous ne faisons rien, toutes ces évolutions communautaristes, islamistes et wokistes vont achever d'envahir notre pays. Pourquoi j'ai utilisé cette phrase? C'était pas une gourmandise personnelle. Pourquoi j'ai rappelé, dans une forme de clin d'œil un peu provocateur, une évidence, je suis blanc, hétérosexuel, chrétien, je lis Valeurs Actuelles, je regarde CNews, je vis dans la France rurale, je roule au diesel, je me chauffe au fioul. Et tout ça, je n'ai aucune intention de demander pardon. Pourquoi je dis ça? C'est que... Vous avez remarqué qu'on avait conservé la crèche et la galette derrière vous. Mais ça me va très très bien, franchement, je dis des santons et des livres, moi ça me va très bien. Pourquoi je dis ça? D'abord, c'est une forme de clin d'œil à ce qui a fondé l'émergence, et elle est tout sauf dérisoire, de Giorgia Meloni et de Fratelli d'Italia en Italie. Je rappelle que c'est une phrase similaire qui a permis à Giorgia Meloni d'être connue de tous les Italiens et de faire passer son petit parti, 1,9% en 2014, 2017, 2018, à 26% au mois de septembre dernier, c'est-à-dire le premier parti d'Italie, franchissant la majorité absolue en coalition avec ses alliés du centre-droit de Forza Italia et des amis du Front National, la Lega de M. Salvini. C'est ça l'histoire. Elle est passée devant Salvini. Exactement, de Giorgia Meloni. C'est à travers une phrase d'évidence et de bon sens, mais qu'on n'a plus le droit, quand on est un responsable politique, de prononcer. D'ailleurs, j'ai été caricaturé, insulté depuis un mois pour cette phrase, que j'assume plus que tout, qui est donc non seulement ce clin d'œil à Giorgia Meloni, mais qui est de dire en France, il est quand même inconcevable que tous ceux qui appartiennent à la majorité de ceux qui fondent notre peuple, le général de Gaulle le disait, je n'invente rien, n'aient même plus le droit de citer. Vous avez le droit en permanence de revendiquer avec fierté d'appartenir à une minorité, vous n'avez plus le droit de vous revendiquer de la majorité. Le grand drame de notre pays, c'est la tyrannie des minorités. Je suis le premier, moi, à respecter tous les parcours, toutes les religions, toutes les sensibilités, toutes les orientations sexuelles. Je n'ai rien contre les autres. Je dis simplement que les minorités ne doivent pas l'emporter sur la majorité. Et qu'au fond, je me souviens, c'est un journaliste qui, à la fin d'une émission d'Éric Zemmour, il y a 15 jours, lui dit « Ah, je comprends pas, votre bras droit, Guillaume Pelletier, c'est terrible cette phrase, pourquoi il l'a prononcée alors que il n'a pas à la prononcer parce qu'il appartient à la majorité ?» C'est-à-dire que la caste politico-médiatique en France dénie le droit à la majorité, parce qu'elle est majoritaire, de s'exprimer et de se défendre. Et donc c'est un scandale antidémocratique. La démocratie, c'est quand même la victoire de la majorité sur les minorités. Et c'est plus grave que ça, c'est la destruction de tout ce qui fonde notre pays. Prenons l'exemple du christianisme. Qu'il y ait en France, et cela fait longtemps, des juifs, des musulmans, c'est une évidence, et la question n'est pas de... je reviendrai sur l'islamisme, l'islam qui est un autre sujet, de s'en offusquer. Mais comment pouvons-nous prétendre accueillir, assimiler, qui est le grand défi de la nation française, si nous n'avons plus rien à offrir et donner à aimer? Qu'est-ce qu'on a à donner à aimer, nous, peuple français? C'est 2000 ans d'histoire. Et ces 2000 ans d'histoire, cette histoire, elle est chrétienne. C'est un fait. Et on demande à aucun peuple et pays dans le monde de renoncer et de renier sa propre histoire. Eh bien, moi, je récuse la volonté de nos dirigeants d'imposer à notre peuple de renier ce que nous sommes. Voilà. Nous sommes un peuple chrétien. Et il est hors de question
d'accepter d'y renoncer. Ça ne veut pas dire que nous n'acceptons que les chrétiens. La question n'est pas là. Mais nous sommes un peuple chrétien et fiers de l'être. Vous avez changé de parti relativement souvent, mais vous n'avez jamais changé d'idée. Vous avez toujours été un patriote, vous avez toujours été un civilisationnaliste, si on peut dire. Hein. Et est-ce que vous croyez vraiment encore à l'assimilation? Parce que c'est vrai que c'est le grand mot d'Éric Zemmour depuis 20 ans, c'est le combat de reconquête, mais quand on voit que finalement, vous parliez de majorité, on n'est plus tellement majoritaire dans notre propre pays finalement. Hein. Je pense... Regardez Londres et Birmingham, ils sont passés en dessous du seuil de 50% Bien pour sûr. les Blancs, et eux ont le droit de le dire puisqu'ils ont des statistiques ethniques. Est-ce que Paris et Lyon n'ont pas déjà suivi le même chemin? Alors, il y a statistiquement plein de raisons de désespérer. Il y a historiquement plein de raisons d'espérer. J'ai parlé de Louis XI, qui était dans une situation désespérante et qui a redressé notre pays. On pourrait parler de Jeanne d'Arc, on pourrait parler de Clovis et du Capet, on pourrait parler plus près de nous du général de Gaulle. Je ne suis pas sûr que les soirées de juin ou de juillet 40 étaient enthousiasmantes en termes de perspective immédiate pour lui et ceux qui, courageux, avaient accepté de le suivre. Donc, vous comparez le grand remplacement actuel à l'invasion de 40? Non, c'était mon premier métier, professeur d'histoire, donc je sais combien l'histoire mérite et commande beaucoup de subtilité et pas de comparaison juxtaposée. Je dis simplement que l'histoire de France, n'oublions pas que nous sommes la fille aînée de l'Église, que nous avons 2000 ans d'histoire et que notre peuple a été confronté à des évidents risques de disparition à d'innombrables reprises. Il faut simplement en être conscient et il faut simplement faire les choix, ça c'est le peuple français qui doit le faire, d'hommes courageux pour le sauver et le redresser. Si effectivement les Français s'étaient tournés vers Charles le Téméraire qui voulait vendre la France aux Anglais à la fin du XVe siècle, on aurait disparu. Si Jeanne d'Arc n'avait pas été l'héroïne hors du commun qu'elle fut, nous aurions disparu. Si le général de Gaulle et Honoré d'Étienne d'Orves et tant d'autres ne s'étaient pas levés en 1940, peut-être que nous aurions disparu. Donc il faut que le peuple français, plutôt que de se soumettre à la pensée dominante, à cette classe politico-médiatique affligeante, à ces pauvres politiciens qui ne leur proposent rien d'autre que du pain et des jeux, et encore à vil prix. Bon, il va falloir un sursaut du peuple français. Mais sur la question de l'assimilation, oui, moi je pense, nous pensons avec Éric Zemmour, que si nous entamons sur le plan migratoire une triple politique, 1, la fin des flux, plus de nouvelles immigrations. Et c'est possible. 2, l'expulsion de ces milliers d'étrangers qui n'aiment pas la France. Prenons un exemple, les quelques 20 000 détenus étrangers qui sont dans les prisons françaises, qui ont trahi l'hospitalité que la France leur a offerte et qui continuent à être en France. Et je ne parle pas de tous les autres délinquants, criminels, fraudeurs, qui doivent être expulsés. Et 3, entamer une vraie politique d'amour de la France, d'assimilation avec les populations qui sont ici, en s'appuyant sur quelques exemples. On a tous quelques exemples de gens qui, venus d'ailleurs, sont devenus profondément amoureux de la France. Parce que la France, c'est pas une question d'ancienneté, de nationalité. C'est un acte d'amour, être français. Moi, d'ailleurs, je trouve ça extraordinaire d'être français. C'est une chance. Pourquoi? C'est la raison. Le premier moteur de mon engagement politique, c'est de rendre à la France ce qu'elle m'a donné. J'aurais aimé ne pas être français pour pouvoir te dire, c'est Victor Hugo, c'est fantastique la France. Mais il faut simplement qu'on la redonne à aimer. Quand la France se réduit uniquement à ces mots fourre-tout, la République, le vivre ensemble, ça n'intéresse personne. La République, c'est une organisation. C'est un système d'organisation. C'est pas la France. La France, c'est 2000 ans. C'est la synthèse de l'État capétien et de l'État républicain. C'est la synthèse enfin, je vais pas faire de l'histoire, mais c'est tellement beau que dans nos écoles, dans nos incarnations politiques, dans nos exemples entrepreneuriaux, on doit remettre partout
du patriotisme. On a fêté il y a 3 jours le 150e anniversaire de la naissance de Charles Péguy. Et Charles Péguy, déjà en 1910, dans notre jeunesse, parlait de perte totale de la mystique française. Et il faisait pas la différence entre monarchie et république, entre droite et gauche, pas du tout. Il disait qu'on avait perdu le sens de ce qu'était la France. Mais oui, parce qu'il y a eu... C'est ce que vous êtes en train de dire, finalement. Oui, parce que moi, ce qui m'a toujours marqué, c'est quelques dirigeants rares qui considèrent que tout s'est arrêté en 1789, et ces dirigeants, hélas innombrables, qui considèrent que tout a commencé en 1789. Mais moi, je prends tout ce qu'il y a eu avant et tout ce qu'il y a eu après. Comme Napoléon. Et pourquoi Bonaparte puis Napoléon, et c'est là que le zémourisme est passionnant, parce qu'il est nourri de tout ça. Pourquoi Napoléon est une personnalité hors norme à mes yeux et à nos yeux? C'est que ça a été l'homme capable de faire la synthèse entre l'Ancien Régime et la Révolution. Parce que la France, elle est tellement puissante, elle est tellement profonde, elle est tellement complexe qu'elle mérite des hommes d'unité. Et le paradoxe, c'est qu'on présente souvent Éric Zemmour comme un homme de division. Moi, je pense que tous ceux qui nous dirigent depuis des décennies sont des diviseurs. Regardez, la France, elle est unie ou divisée aujourd'hui? Elle est fragmentée. Elle est en train d'être détruite par ces gens qui se prétendent des centristes du rassemblement, du consensus, c'est-à-dire de l'eau tiède et du vide. Nous pourrons redresser la France par l'unité quand nous aurons des dirigeants politiques qui ont le courage de donner un cap et une direction. Le « en même temps », c'est la division de notre peuple. On a besoin d'un cap, on a besoin d'un capitaine, on a besoin d'un gouvernail, on a besoin d'un gouvernant. Voilà, c'est ça qui nous manque. Est-ce que les Français sont encore capables de comprendre ça et d'adhérer à cette ambition d'unité que vous décrivez? C'est tout l'enjeu. C'est tout l'enjeu de notre combat. Avant d'accabler les autres, interrogeons-nous sur nous-mêmes. Nous n'avons pas été capables, pour le moment, de présenter une offre politique solide, appétissante. C'est tout le combat qui est le nôtre et tous les sacrifices qu'on a décidé de consentir par rapport à notre vie sociale, familiale, professionnelle. C'est de consacrer notre vie à essayer de bâtir cette offre politique. Il faudra que le peuple français, qui est un peuple particulier, notre peuple, vous savez, qui attend souvent le dernier instant pour se relever, et toute l'histoire de France le démontre. Vous croyez à l'homme providentiel, vous croyez au dernier sursaut, donc vous êtes plein d'espérance. Oui, je suis à la fois très... je suis un père de famille, j'ai été professeur d'histoire-géographie en collège et lycée public, j'ai été chef d'entreprise, j'ai été maire d'une commune rurale, j'ai été député, je suis aujourd'hui conseiller départemental. Je suis un quadra, mais j'ai déjà eu, comme beaucoup de ma génération, plein de vies. Donc je suis pas du tout déconnecté, je vois très bien la situation de notre pays. Je sais combien les tragédies sont partout. L'effondrement de l'école, le danger imminent de l'islam et du lien qu'il a avec notre pays, les incursions provocatrices et très dangereuses du wokisme. Je suis lucide sur tout ça. Je vis comme tout un chacun dans le monde. Moi, je vis dans une commune rurale de 500 habitants. Et vous êtes père de 5 enfants. Quand je dis que je me chauffe au fioul, c'est vrai, je vois combien... on était à 0,5 euros. Enfin, l'explosion du fioul, rien que sur cette donnée. Donc, je suis pas hors sol. Je vis comme les Français. Mais notre devoir, alors ça c'est sans doute ça a été donné dans ma vocation, dans mon amour de l'histoire, c'est... Oui, si on n'a pas l'enthousiasme, c'est-à-dire Dieu en soi, entheos en grec, avoir Dieu en soi, si on n'a pas l'espérance, si on n'a pas cette volonté farouche, eh bien on finit comme aurait fini Charles VII dans son petit palais de Bourges, si Jeanne d'Arc n'était pas venue, non pas le retrouver, mais le retrouver caché au milieu de ses courtisans, comme un acte mystique et un acte d'amour. La France, c'est ça. C'est un mélange d'horizontalité et de verticalité. C'est un mélange de politique et de mystique. Et bien, de la même manière que je crois fondamentalement qu'il y a une vie après la mort, de la même manière que je crois autant au vendredi saint qu'au jour de Pâques, même si j'ai une préférence pour le jour de Pâques, eh bien, je considère que l'espérance, la résurrection, la capacité de notre pays à se réinventer, à exister. Vous savez, les défaitistes sont les premiers complices
de ceux qui nous mènent à la défaite. Et au fond, je pense que nos politiciens actuels, je dis bien politiciens, pour ceux qui... Et c'est la différence entre un politicien et un homme politique. Les politiciens, c'est ceux qui accompagnent le déclin. C'est 95% hélas de la classe politique qui pensent à leur carrière, leur confort, la petite ruse, la petite tactique qui leur permettra de se maintenir. Bon. Et puis il y a la race des hommes politiques, c'est-à-dire ceux qui mettent l'intérêt général, l'amour de la France au-dessus de ce confort, de cette carrière, et qui refusent le déclin et la défaite. Eh bien, ne soyez pas défaitistes, parce que vous êtes alors les premiers complices de ceux qui nous y mènent à la défaite, et posez un acte d'espérance. Au pire, si vous avez du mal, faites comme Pascal, faites un pari. Voilà, le pari de l'espérance et le pari du redressement de la France. La reconquête comme premier pas vers la Renaissance, c'est magnifique, c'est un beau message d'espérance que vous délivrez ce soir à nos abonnés et plus généralement aux Français qui tomberaient sur cette interview. Guillaume Pelletier, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation, d'avoir fait ce tour d'horizon de ce combat civilisationnel que mène Reconquête, grâce à vous en grande partie puisque vous en êtes le vice-président exécutif. Merci encore de votre venue. Ben merci à vous, merci à vous David, à tous ceux qui vous accompagnent, à tous les cadres, les militants, les sympathisants, les adhérents, parce que je veux simplement, au nom de ce message d'espérance, et je pense que notre victoire viendra beaucoup plus tôt que ce qu'on croit. Elle viendra pas demain, mais elle viendra probablement après-demain. Chacun va compter. Tout ce que chacun peut faire, un vieil adhérent isolé qui va appeler ses voisins pour les convaincre, un jeune militant plein de fougue qui va aller sur un marché, un génie des réseaux sociaux qui va aller convaincre sur Instagram ou sur Twitter, un professeur qui va mettre encore plus d'amour de la France dans son enseignement et dans la transmission, un entrepreneur qui va porter le savoir-faire à la française. Tout compte, tout va compter. Et donc l'immense cohorte qui a été suscitée par Éric Zemmour, tout ça va porter des fruits. Et il faut que chacun ait conscience que, au creux de sa main, on porte une part de la souveraineté française. Et donc, votre chaîne, ma vocation et celle de tous ceux qui nous entourent, eh bien tout ça, c'est en train de bâtir tous ces fruits de la victoire qui est nécessaire pour nous, surtout pour nos enfants et nos petits-enfants. On vous écouterait vraiment pendant des heures encore, hein. Vous avez un enthousiasme et une fougue qui n'est pas habituelle et on est très honoré et heureux de vous avoir comme vice-président. Merci encore, Merci Guillaume, beaucoup. et à bientôt. Merci beaucoup. Merci David.